Chers élèves de terminale, bonjour pour cette semaine numéro 27 après le début de ce confinement. Alors, merci pour tout votre travail. Je crois que vous avez été plus de 30 élèves sur 35 à m'envoyer votre travail, donc il faut continuer. Je ne sais pas quand est-ce que nous nous reverrons. Il y a des bruits de couloir comme quoi on ne se reverra pas ou on se reverra peut-être. Nul ne sait. Donc on continue à travailler comme ça, toujours dans deux optiques. L'optique d'obtenir le bac sur dossier et l'optique de se préparer au supérieur pour ceux qui vont faire des mathématiques dans le supérieur. 4 points aujourd'hui. On va corriger les exercices sur les intégrales que vous m'avez rendus. Je vais continuer de regarder les exercices sur les probabilités que vous continuez à me rendre normalement, car il est 22h20, vous avez plus que 1h39. Je vous fais un petit cours sur les intégrales. On va revenir sur les intégrales parce qu'il y a 2-3 choses pour être sûr, que vous ayez bien compris cette notion d'intégrale. On va revenir sur des calculs et des exercices du livre. Et puis vous aurez 2 exercices à me rédiger pour la prochaine fois, des exercices tirés du livre, plus simples que ce que je vous ai demandé sur les exercices de recherche de probabilité. On continuera sur d'autres exercices de recherche les semaines suivantes. Là, on va travailler uniquement sur le cours, des choses qui sont essentielles pour la suite, ceux qui veulent faire des mathématiques par la suite, et aussi pour qu'on puisse évaluer un peu votre niveau mathématique général pour le bac. C'est parti. On attaque la correction des exercices sur les intégrales. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, même si je ne doute pas que certains aient pu trouver des corrigés disponibles ou ont pu être aidés. C'est pas le problème, au moins ça vous a fait bosser. Ça s'est très bien passé sur la dérivée, vous n'êtes que quelques-uns à ne pas l'avoir su la faire, mais en tout cas ça s'est bien passé, donc il faut absolument savoir faire ça. Tableau de variation, théorème de valeur intermédiaire, pas de problème. Le calcul d'intégrale, pour ceux qui ont eu des difficultés, eh bien je rappelle que c'est primitif de 8 moins primitif de 2. Et donc on calcule et on obtient le calcul suivant. Ah, il y a un petit bug là sur l'exponentielle, je vais le corriger, c'est exponentielle moins 0,4, le moins 0,4 en puissance. Ce qui me donnait 22 049 unités d'air, très bien par rapport à ce qu'on avait pu lire graphiquement. Obtention des résultats, n'oubliez jamais de préciser que c'est d'après le tableau de variation que vous avez pu répondre à la question C1. La valeur moyenne, certains n'ont pas su calculer la valeur moyenne, il faut que je n'oublie pas de diviser par l'amplitude de l'intervalle, 8 moins 2. L'intégrale a déjà été calculée en divisant, ça me donne ceci, 3675, c'est la valeur moyenne entre 2 et 8. Ici, puisqu'il s'agit d'une demande d'objet en fonction du prix auquel l'objet est mis, entre 2 et 8 euros, la demande moyenne sera donc de 3675 objets. Voilà pour l'exercice 1. Je vais d'abord corriger l'exercice 3, puisque c'était l'autre exercice obligatoire. Je ne sais pas ce qu'il me fait là. Voilà, gentiment. Je suis toujours sur l'exercice 1. Pourquoi il ne me demande pas la deuxième page? Voilà. Merci. Sur l'exercice 3, le voici. Lecture graphique, attention, coefficient directeur de la tangente, yb moins ya sur xb moins xa. Ne faites pas de lecture graphique trop aléatoire si l'énoncé vous donne les coordonnées du point A et du point B, ce qui est le cas dans la plupart des sujets de bac. La question A2 était un petit peu floue, il fallait comprendre, puisqu'on vous donnait la courbe on vous demande la courbe de la primitive, et la courbe de la primitive, ces variations dépendent du signe de la fonction de petit f. Or, la fonction de petit f était négative sur 0,5, donc sa primitive est forcément décroissante, donc l'affirmation est fausse. Calcul de la dérivée sans problème pour la plupart d'entre vous. La question B3, ici, je l'ai résolue par TVI, mais elle pouvait se résoudre exactement par équation. Très bien. Attention, l'exponentielle n'est jamais nulle. Si vous résolvez une fonction, en l'occurrence c'était f de x, voilà, égale 0. L'exponentielle n'est jamais nulle. Ça va nous être utile un petit peu plus tard. Calcul de l'intégrale, on doit tomber sur 103,21. Et puis ensuite, le calcul de la valeur moyenne. Attention aux unités, vous êtes nombreux à vous être trompés dans les unités. C'était pas en milliers d'objets, mais en centaines de milliers. Si bien que 10,321 centaines de milliers, on arrive à 1 32 100 objets. Attention à ça. Refaites votre calcul d'élasticité si vous n'avez pas trouvé moins 0,9, mais en tout cas, c'est ce qu'on doit trouver pour comprendre que, notion d'élasticité, une augmentation du prix de 1% provoque une baisse de 0,9% de la demande. Dans l'exercice 2 commençait ici.
Lecture graphique, coefficient directeur par YB moins YA sur XB moins XA. Bon, la partie A, 2B, si vous vous êtes fait aider, c'était la plus difficile. Si vous êtes fait aider, tant mieux. Si vous ne vous êtes pas fait aider, encore mieux. Si vous avez trouvé la correction sur le net, moins mieux, mais ça n'est pas grave. La dérivée, oui, il faut bien faire attention à cette dérivée. AX plus B qui multiplie moins 0,2. Il faut savoir faire cette partie-là si vous voulez avoir une chance de vous en sortir, par exemple en prépa. C'est le minimum. Manipuler une fonction à dériver avec des paramètres inconnus, A et B, qui sont des nombres constants. Donc la dérivée de B est 0. Ensuite, sur les calculs, eh bien, vous lisez c'est par lecture graphique. F' de 0 est égal à 3,6. Donc si je remplace x par 0 dans f', exponentielle 0 faisant 1, ça fait 0. Ça fait a moins 0,2b égale 3,6. Et en plus, on a f de 0 qui est égal à 7. Donc si je remplace x par 0 dans f, il reste uniquement b qui est égal à 7. Comme b est égal à 7, on injecte b dans la première équation et j'obtiens a égale 5. Ensuite, c'est de l'analyse classique qui m'énerve à vouloir passer. Je vais le mettre en continu, là. Voilà, merci. Ensuite, c'est de l'analyse classique, c'est-à-dire tableau de signes avec les valeurs exactes. Essayez de me donner les valeurs dans le tableau. Tableau de signes de la dérivée, tableau de variation de f. Valeur intermédiaire, 12,1. Vérifiez vos valeurs. En fait, la plupart des erreurs que vous avez faites, ce sont des erreurs qui sont liées à des erreurs de calcul à la calculatrice. Pareil pour votre intégrale, vous devez tomber 154,71. Et ensuite, soit par valeur moyenne, soit tout simplement, vous avez compris ce qu'était la valeur moyenne, si vous l'avez fait en faisant 154,711 divisé par 25, pour obtenir la largeur d'un rectangle dont l'aire est égale à 154,711. Vous revoyez la courbe sur l'énoncé, ça vous donne le rectangle qui aura la forme de la piscine d'air identique, soit 6,2 mètres. Attention aux arrondis. Voilà, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Vraiment un beau travail. Si vous vous êtes mis à plusieurs ou si vous avez fait intervenir Google dans l'équation, bah écoutez, hein, c'est un travail comme un autre. Au moins, ça vous montre la nécessité, tout ce que vous devez maîtriser pour faire face aux supérieurs ou ce que vous auriez dû maîtriser en épreuve de baccalauréat. Petit retour sur les exercices que vous aviez à faire jusqu'à lundi ce soir 22h27, donc si vous avez cette vidéo demain jusqu'à hier. Je vous jetais un œil rapide sur la correction que je mettrai en ligne. La première partie, c'était une application des probabilités classiques. L'exercice 2, pour la dernière question de l'exercice 2, il fallait faire intervenir le logarithme népérien, comme on a vu avec les suites. On va être amené à travailler, à refaire peut-être une fois ou deux des exercices qui font intervenir les probabilités et le logarithme, si on a l'occasion d'en faire. L'exercice 3, je vous laisse le loisir de regarder la correction. Je vous ai mis en tout cas une petite courbe qui montre la fonction, qui montre le point en lequel effectivement la tangente passe par l'origine. Il faut déjà comprendre l'énoncé. Je reviendrai sur cet exercice 3 la semaine prochaine, une fois que j'aurai vu ce que vous avez réussi à me faire. Figurez-vous que cette question était une question de bac. Elle est tirée d'un exercice de bac. Pas de chance pour ceux qui l'ont eu. Voilà. Deuxième petite précision. J'ai mis des notes concernant votre travail sur l'intégrale. J'ai mis une note sur 20 concernant les exercices 1 et 3, puisqu'ils étaient obligatoires. Et j'ai mis ensuite une note sur 10 concernant l'exercice 2. Ces notes sont à titre indicatif. C'est simplement pour garder une trace un peu quantitative du travail que vous m'aurez fourni tout au long de ces semaines de confinement. Ne les prenez pas pour argent comptant, comme on dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des notes qui vont compter dans la moyenne. D'ailleurs, j'ai mis coefficient 0, comme on nous a conseillé de le faire, pour bien signifier que c'est simplement une manière de voir que j'ai vu votre travail, je l'ai évalué, mais on ne va pas trop savoir exactement ce qu'on va faire de ces notes-là. En tout cas, sur Vie Scolaire, vous trouverez une trace de tout ça. Deuxième partie de cette vidéo, ça tourne toujours, très bien. Deuxième partie de cette vidéo, cours sur l'intégrale. Je vais revenir sur la notion d'intégrale. Je vais essayer d'expliquer quelques propriétés. J'avais annoncé qu'on se les verrait en classe, mais comme on ne se voit pas en classe, il va bien falloir que j'avance sur cette notion d'intégrale et que j'avance à distance.
Je vais vous demander de... déjà, vous pouvez tranquillement prendre poser votre stylo et regarder gentiment le petit film qui va se dérouler devant vous, pour essayer de comprendre quelques propriétés de l'intégrale qui vont nous être utiles pour aborder d'autres exercices utilisant cet outil. Vous pouvez vous munir de votre cours, le cours qui est toujours en ligne, toujours disponible dans la partie publique de votre Google Drive. On va s'intéresser uniquement à ces deux petites propriétés-là. Propriété numéro 2, sur la partie propriété des intégrales. J'ai laissé passer les propriétés 1 pour l'instant. J'y reviendrai pour faire un cours total sur l'intégrale en ligne, si jamais on ne se revoit pas. Et on va attaquer aussi une remarque concernant le petit d, ce qu'on appelle l'aire entre les courbes de f et g. On va faire des exercices simples utilisant ces propriétés-là, on va les introduire. Et ensuite, la semaine prochaine, on parlera de courbes de Lorentz et d'indices de Gini, qui font partie intégrante normalement de votre formation de mathématicien appliqué aux sciences économiques et sociales. On commence par ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Alors la linéarité de l'intégrale, j'arrive ici, excusez-moi, intégrale somme, voilà. Voilà, imaginez une fonction f, ici représentée par une droite, donc ici une fonction affine, et je trace une deuxième fonction, et je fais l'intégrale de cette fonction f sur l'intervalle 0,4. Ici, entre 0 et 4, l'unité d'aire, n'oubliez pas, c'est le petit rectangle de une unité sur une unité, attention aux graduations sur l'axe des ordonnées, une unité sur une unité, et je compte le nombre de rectangles qu'il y a à l'intérieur, où je calcule à l'aide d'une primitive, l'intégrale entre 0 et 4, croyez-moi sur parole, ici, l'aire bleue est égale à 12 unités d'aire. Imaginons maintenant que j'introduise une deuxième fonction, une fonction g, dont je vais calculer l'intégrale. Alors ici, je le fais graphiquement ou par la machine, et on me dit que l'intégrale entre 0 et 4 de la fonction g, c'est 22,13 unités d'aire, valeur approchée très certainement. Bien, maintenant je vais tracer la fonction f plus g. Alors comment on obtient la fonction f plus g? On obtient la fonction f plus g tout simplement, pour tout x, j'ajoute l'image par la fonction f à l'image par la fonction g. Si à l'image, par exemple, je me place en 0, j'ajoute l'image par la fonction g avec l'image par la fonction f, vous voyez bien cette petite valeur qui correspond à l'image de la fonction f, je l'ajoute à l'image par la fonction g et j'obtiens l'image par la fonction f plus g. Si je le fais en 1, la somme de l'image par f, c'est-à-dire en l'occurrence ça a l'air d'être 2, plus la somme de l'image par g, toute cette valeur-là, j'obtiens l'image par la fonction f plus g. Et je trace comme ça pour toute valeur de x, l'image par f plus l'image par g. Je regarde en x égale 2, l'image par f plus l'image par g, ça me donne exactement ceci. Vous avez entre g et f plus g exactement la valeur de l'image de f. Je fais l'image de g plus l'image de f que je reporte ici. J'obtiens f plus g. J'obtiens ainsi la courbe de la fonction qui, à x, associe f de x plus g de x. On peut dire f plus g de x. Eh bien, si l'aire sous la courbe de f est égale à 12, et si l'aire sous la courbe de g est égale à 22,13, question à 0 centime, que vaut l'aire sous la courbe de f plus g si j'additionne ceci avec cela? Eh bien, évidemment, ce n'est pas une surprise, l'aire sous la courbe de f plus g est égale à 34,13. Ce qui signifie que l'intégrale de la fonction f plus g entre 0 et 4, eh bien c'est tout simplement égal à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. C'est une première propriété de l'intégrale que l'on peut observer sur le cours que je vous ai distribué. Je reviens sur mon cours. Elle est ici. Tiens, je vais faire un petit zoom. L'intégrale entre deux bornes a et b de f plus g de t ou de x, c'est égal à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Vous pouvez vous refaire le petit film si vous avez besoin de comprendre comment ça marche. À quoi ça sert? Un petit exemple? Par exemple, voici une fonction 1 plus x sur x que je veux intégrer entre 2 et 5. Figurez-vous que 1 plus x sur x n'est pas une fonction dont on peut facilement déterminer une primitive. En tout cas, elle n'est pas dans les formules de primitives. Par contre, si je regarde cette fonction 1 plus x sur x, je pourrais très bien l'écrire. Je vais copier ça.
je pourrais très bien l'écrire... Ah oui, pardon. Bon, bah, si tu veux. Je pourrais très bien l'écrire. Intégrale. Alors, c'est du direct, bien évidemment. Intégrale entre 2 et 5. 2, je peux l'écrire comme 1 sur x. Je divise la fraction. Plus x sur x. dx. Alors, il me faudrait des parenthèses si je voulais faire les choses correctement. On va les mettre. Ça va faire un drôle de dessin. Voilà. Ici, la fraction 1 plus x sur x, je l'ai tout simplement écrite sous la forme 1 sur x plus x sur x. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que x plus sur x, je le remplace, ça fait 1. Eh bien, ceci, grâce à la propriété que la somme des intégrales, c'est l'intégrale des sommes, eh bien, je vais pouvoir dire que c'est l'intégrale de 2 à 5 de 1 sur x dx. Je divise ma somme de fonctions en deux intégrales, plus l'intégrale, non pas ça, merci, intégrale de 2 à 5 de 1 dx. Alors en quoi ça me simplifie mon calcul? Eh bien tout simplement que l'intégrale de 1 sur x, je peux la calculer car je connais une primitive de 1 sur x. Bien sûr, c'est ln de x. Et donc la première intégrale, c'est tout simplement ln de 5 moins ln de 2. Et ensuite, la deuxième intégrale, c'est l'intégrale de 1. Quelle est une primitive de 1? Qu'est-ce que j'ai dérivé pour obtenir 1? Tout simplement x. Donc ma deuxième fonction, elle fait l'image de x par 5. Donc ça fait 5, pardon, moins l'image de 2 par x, 2. Et donc, au final, quelle est la valeur de mon intégrale? C'est donc ln, je ne sais pas s'il accepte, non. C'est donc ln de 5 moins ln de 2, plus 5 moins 2, plus 3. Voilà la valeur exacte de mon intégrale. Une intégrale que je ne pouvais pas calculer, dont je ne connaissais pas de primitive au départ, j'ai pu la calculer en séparant ma fonction comme somme de deux fonctions facilement intégrables. C'est une première propriété assez pratique. Deuxième propriété de l'intégrale, on va revenir par là, voilà, deuxième propriété de l'intégrale, lorsque je multiplie une fonction par un nombre réel. Ici, j'ai une fonction donnée, f de x, je vais l'intégrer que sur la partie où elle est positive, c'est-à-dire de 0 à 1. Si je lui demande de me calculer l'intégrale, il est normalement gentil, il me le calcule, voilà, intégrale fonction x min x max. Intégrale la fonction cf, x min entre 0 et 1. Bam. Il la calcule, ça fait 0,22 unités d'air. C'est normal, hein, vous voyez bien, l'unité de longueur. Ici, l'unité d'air, c'est ce gros carré de 5 petits carrés. Bien, que se passe-t-il si je multiplie ma fonction par 2? C'est-à-dire, je prends ma fonction f et je la multiplie par 2. Au lieu d'écrire moins 2x carré ln de x, ça va devenir moins 4x carré ln de x. C'est parti, je multiplie la fonction par 2. Toutes les images sont multipliées par 2, et, oh miracle, l'intégrale est aussi multipliée par 2. Elle passe de 0,22 à 0,44 unités d'air. Et ça marche pour n'importe quel coefficient. Si je multiplie maintenant, donc ma fonction originale c'est celle-ci, si je multiplie ma fonction par 1/2, c'est-à-dire si je divise ma fonction par 2, à ce moment-là, la fonction devient plus que moins x carré ln de x. Que se passe-t-il pour mon intégrale? Eh bien, mon intégrale est divisée aussi par 2. 0,11, vous obtenez une propriété de l'intégrale qui vient directement des propriétés des dérivés et des primitives. Elle est donnée ici dans votre cours. L'intégrale de n'importe quel réel lambda, comme ça, je vous ai mis une lettre grecque, comme ça fait votre culture en lettres grecques, pour ceux qui n'en ont jamais rencontré. Pour tout réel lambda, l'intégrale de lambda f, c'est égal à lambda fois l'intégrale de f. L'utilité dans certains calculs, c'est pour simplifier certains calculs. Par exemple, regardez cette intégrale, 3x carré moins 2x. Je pourrais très bien développer le 3 dans la parenthèse et ensuite intégrer chaque terme. Je peux aussi dire, tiens, puisque ma fonction, elle est construite comme 3 fois une fonction plus simple, je vais dire que l'intégrale de cette fonction, c'est 3 fois l'intégrale de 0 à 5,
de, eh bien, entre parenthèses, pardon, x carré moins 2x dx. Et là, vous obtenez une intégrale un peu plus facile à calculer puisque la primitive, ça va me faire 3 fois. Une primitive de x carré, c'est un demi de x. Et une primitive de moins 2x, c'est c'est 1 tiers de x au cube. Donc, histoire de gagner du temps, je vais juste quand même effectivement écrire que c'est 1 tiers de x au cube moins x carré. Voilà une primitive. Et cette primitive, elle est à prendre entre 0 et 5. Voilà. Vous calculez tout ceci et ça vous donne... donc voilà, tout ça pour vous dire que cette intégrale est plus facilement calculable en mettant le 3 en facteur. Il suffit de calculer l'image de 5, l'image de 0, et on obtient le résultat. Allez, je vous le fais parce que c'est vous. 5 au cube, ça fait 125, donc en fait ça fait 125 tiers, moins 25 pour l'image de 5. Et l'image de 0 fait 0. Donc en fait, ça, je n'ai que l'image de 5, mais il ne faut pas oublier que je multiplie tout par 3. Et donc, au résultat, ma primitive devrait valoir ceci. Ce qui est assez pratique parce qu'ensuite, le 3, je le multiplie par 125 tiers, ce qui fait 125 moins 25 fois 3, 75. Et j'obtiens exactement 50 unités d'air. Je vais faire ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire de noter les unités. Voilà, bon, tout ça pour montrer que lorsque je sors le 3 à l'extérieur d'une intégrale, ça peut me permettre de simplifier le calcul de la primitive. Bon, c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale, cherchez pas pourquoi, c'est un terme que vous utiliserez beaucoup dans le supérieur. Je peux sortir un coefficient multiplicateur et l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Dernière petite propriété de l'intégrale, et c'est celle-là qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est sur cette propriété-là en particulier que je voudrais qu'on travaille, c'est l'utilisation de l'intégrale pour calculer l'aire entre deux courbes. Alors, j'ai normalement une petite animation qui traîne quelque part, la voici. Je reprends les deux fonctions que j'ai utilisées tout à l'heure, la fonction f, ici, ce n'est plus la même échelle, et la fonction g qui est donnée. On a l'aire sous la courbe de G qui est égale à... Oui, c'est bon. L'aire sous la courbe de G qui est égale à 22,13 unités d'air, comme tout à l'heure. Si je regarde... Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Excusez-moi. Il y a eu un bug. Il aime pas ça. Allez, je la passe là. Tant pis. Deuxième image... Voilà. Deuxième image, sous la fonction f, j'ai cette intégrale qui vaut toujours 12 unités d'air. Sous la courbe de g, 22,13 unités d'air. Sous la courbe de f, 12 unités d'air. La question que je vais me poser, c'est non pas la somme des deux fonctions, mais la question que je vais me poser, c'est l'aire entre les deux courbes. Eh bien, pour calculer l'aire entre les deux courbes, ça paraît évident, il suffit de faire l'aire rouge moins l'aire bleue, c'est-à-dire l'intégrale de g moins l'intégrale de f. Et ce qui va me la donner, voilà. On va verra mieux comme ça. Et donc l'intégrale de g moins l'intégrale de f va me donner l'aire verte, l'aire coincée entre deux courbes. Et il y a plusieurs contextes où l'aire entre deux courbes va pouvoir m'être utile. On va faire des exercices cette semaine uniquement purement calculatoires, abstraits. Et la semaine prochaine, on parlera de courbes de Lorentz et d'indices de Gini qui utilisent directement cette aire entre deux courbes. L'aire entre les deux courbes, eh bien, c'est tout simplement l'intégrale de G moins l'intégrale de F, l'aire verte. Mais grâce aux propriétés de l'intégrale de G moins l'intégrale de F, c'est aussi l'intégrale de G moins F. Grâce au fait que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, et l'intégrale d'une fonction multipliée par un nombre, c'est l'intégrale multipliée par ce même nombre. Et donc l'aire entre deux courbes, c'est l'intégrale de g moins l'intégrale de f, ou aussi l'intégrale de g moins f. Sur votre cours, il est là, sur votre cours, c'est ce qui est écrit ici. Alors les courbes sont dans l'autre sens, c'est intégrale de f moins intégrale de g.
Comme l'unaire doit toujours être positif pour l'instant, on fera un cours où on généralisera cette notion d'air pour des fonctions négatives, mais pour l'instant, on fera toujours la fonction située au-dessus moins la fonction située en dessous. Et donc je l'ai écrite ici, pour cet exemple, c'est f qui est supérieur à g, et donc l'air sous la courbe, le domaine f moins g, la grille, se calcule en faisant intégrale de f moins intégrale de g, mais moins intégrale de g, c'est intégrale de moins g, et l'intégrale de f moins g, ça fait intégrale de f moins g. Voilà, oui, je sais, merci. Vous obtenez ceci, l'air entre deux courbes. Alors, comment appliquer ceci ? Eh bien, je vais vous demander de l'appliquer dans quelques petits exercices de votre livre. Vous allez prendre votre livre à la page 156. Page 156, ce n'est pas celle-ci, elle est là. Voilà, page 156, je vais vous demander de regarder l'exercice 79. On va le faire ensemble, si vous le voulez bien, et ensuite, ça vous permettra d'aborder l'autre exercice sur le même sujet pour la prochaine fois. Voici, on vous donne deux courbes, la fonction qui c'est simplement à x associe x, la droite d'équation y égale x, donc ça c'est la fonction qui à x associe x, l'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 2, l'image de 3 c'est 3, etc. Et on vous a tracé une autre fonction, la fonction qui à x associe ln de x. Et on veut chercher l'aire exact du domaine orange, ou jaune là, correspond en fait à l'aire entre les deux courbes, entre 1 et 3. Première question, exprimée par une intégrale, l'aire A en unité d'aire du domaine compris entre la courbe C, la droite delta, et l'équation x égale 1 à x égale 3. Préciser la valeur de une unité d'air si le repère a pour unité 1 cm. Bon, d'accord, on va regarder ça. Bon, alors, comment exprimer sous forme d'une intégrale ceci, sachant que là, j'ai la fonction qui a x associe x, et là, j'ai la fonction qui a associe ln de x. Eh bien, ça va être l'intégrale entre 1 et 3 de la fonction x, moins l'intégrale entre 1 et 3 de la fonction ln de x. C'est toute cette aire-là auquel j'enlève cette aire-là. Ainsi, pour répondre aux 79 premières questions, voilà ce que je pourrais écrire. 79, page 156, première question. On veut une intégrale, eh bien pas de problème, ça sera l'intégrale, alors on a dit entre 1 et 3, la fonction du haut, je vais me mettre juste à côté, comme ça je pourrais faire des allers-retours. La fonction du haut, c'est la fonction x. Donc c'est l'intégrale de x dx, l'aire sous la droite, entre 1 et 3, auquel je vais enlever l'aire sous la fonction logarithme entre 1 et 3. Et donc j'enlève moins intégrale entre 1 et 3 de la fonction ln de x dx. Seulement, je crois que l'énoncé me demande d'écrire ça sous une seule intégrale. Eh bien, j'utilise les propriétés de l'intégrale dont je viens de parler pour regrouper tout ceci sous une seule intégrale. Ça me fait l'intégrale entre 1 et 3 de x moins ln de x. Je referme ma parenthèse, dx. Et il suffit de déterminer une primitive de ceci. Alors, je ne connais pas la primitive de ln de x, je rappelle. On ne la connaît pas. Donc, pour l'instant, on n'est pas à même de calculer cette intégrale. Mais on me demande juste une intégrale. Je réponds à la question sous cette manière-là. Préciser une unité d'air. Bah, si ça fait 1 cm et ça fait 1 cm, une unité d'air fait 1 cm carré. Ça en centimètres carrés. Je pourrais même le mettre... ouais, allez hop. En centimètres carrés. Voilà. Question 2. En utilisant la calculatrice, déterminer la valeur arrondie à 0,01 cm² près. Alors, je ne vous ai pas expliqué comment faire un calcul d'intégrale à valeur approchée à la calculatrice, mais on pourrait le faire ici. Tiens, je vais juste changer ma fonction. Donc, ma fonction que j'étudie, c'est x moins ln de x. Et ce que je veux, je prends un peu de recul pour voir. Alors, voilà. Et je veux entre 1 et 3. Je vais donc changer ça.
c'est l'intégrale f entre 1 et 3. Ok, et lui il me propose 2,7 à peu près. Bon, 2,7 cm² à la calculatrice. Très bien. Je suis où là? Merci. C'est à peu près égal. Je sais plus comment je fais à peu près égal. Il accepte ça? Oui. 2,7 et donc unité cm². Question 3. Justifier que la fonction x ln de x moins x est une primitive de la fonction ln. Comment répondre à cette question? Comment justifie-t-on que ceci est une primitive de ln de x? Réponse, eh bien oui, en dérivant x ln de x moins x et en montrant que c'est égal à ln de x. Très bon exercice d'ailleurs, puisque ça vous fait travailler la dérivée de x ln de x. Attention, c'est de la forme u fois v, moins la dérivée de x. Donc la question 3 est à faire, et normalement, si vous ne vous trompez pas dans la dérivée, vous devez tomber sur ln de x. En déduire la valeur exacte de l'aire A. Alors pour la question 3, il faut dériver... Non, toi j'ai pas besoin de ça. Bon, je sais pas pourquoi il veut absolument me faire des maths là. Merci. Il faut tout simplement dériver la fonction... Alors, laquelle fonction? La fonction qui à x associe x fois ln de x. Ah, il va pas m'aimer. Il faut que je fasse ln de x moins x. Ça va être votre boulot. Vous allez me dériver cette fonction-là et vous vérifiez. Et donc, l'intégrale, eh bien, l'intégrale, maintenant, il va falloir utiliser une primitive de tout ça. Alors, pas de problème, on y va. Je le fais pour vous et vous allez suivre en même temps. Vous pouvez à ce moment-là le faire chez vous, si vous le sentez, et vérifier après le calcul. Donc j'en étais... Oh, je vais y arriver. Intégrale, j'ai dit. Donc c'est l'intégrale entre 1 et 3 de x moins ln de x. Hein, c'est ça que il me demande. X moins ln de x dx. Ok. Je sors de l'intégrale. Eh bien, l'intégrale, je vais mettre une primitive entre crochets. Bon, alors j'attaque, crochet gras. Primitive de x, pas de problème. Je me souviens, c'est 1/2 de x carré. Youhou. Moins primitive de ln de x. Eh bien, on vient de me dire que la primitive de ln, une primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. Eh bien, pas de problème, ça fait x ln de x. Alors attention, pour les rusés, il va y avoir une petite subtilité. Si je fais moins x ln de x moins x, ça va faire moins x ln de x plus x, bien sûr. Je ferme mon crochet et je n'oublie pas que j'intègre entre 1 et 3. Voilà. On continue le calcul. C'est parti. Je n'ai plus qu'à maintenant calculer la valeur exacte en prenant image de 3 moins image de 1. On y va pour l'image de 3. En remplaçant x par 3, ça va me faire ici 9/2 moins 3 ln de 3. Voilà. Je mets pas de parenthèse. Plus 3. Je vais peut-être mettre des parenthèses, oui, parce que sinon vous allez croire que c'est ln de 3 plus 3. Ok. Ça, c'est l'image de 3, moins l'image de 1. C'est parti. 1/2, je peux mettre entre parenthèses. 1/2 fois 1 au carré, bah, ça fait 1/2. Je vous remercie. ln de 1, attention, ln de 1, ça vaut 0. ln de 1 vaut 0. Donc ici, tout ça, ça fait 0. Plus 1. Et je mets entre parenthèses. Donc, après simplification, ça me fait 9/2 plus 3. Alors, je vais d'abord m'occuper du moins 3 ln de 3 qui, lui, ne se simplifie pas. Moins 3 ln de 3, et en termes constants, j'ai 9/2. Ici, j'ai 1/2 plus 1, ça va faire 3/2. Donc 9/2 moins 3/2, ça fait 6/2. 6/2, ça fait 3, auquel j'ajoute 3, plus 6. Et voilà, exactement, si je veux frimer, je mets l'unité, centimètre carré. Il n'y a plus qu'à vérifier que moins 3 ln de 3 plus 6, ça fait bien à peu près 2,7, et on sera bien. Voilà pour l'exercice 79 qui vous montre comment on calcule l'aire entre deux courbes en faisant intégrale de f moins g.
Ce que je vais vous demander pour la semaine prochaine, ce sera sur le même thème, l'exercice 106, page 162. Alors, je voudrais sortir de là, merci, encore. Alors, c'est pas 162, c'est 163, oui, bon. Allez, 164 même, carrément. Alors là, 164, je crois d'ailleurs que j'ai écrit 106, page 164, je vais vérifier dans mes archives. Oui, le 106, page 164, je vous rappelle toujours votre cahier de texte en ligne. 106, page 164, vous avez deux courbes. Il y a beaucoup de questions qui sont classiques. Lecture de convexité, dérivée, dérivée seconde, signe de la dérivée seconde pour étudier la convexité. Ça, je vous avais des choses encore à revoir. Et ensuite, position relative de deux courbes. On pose la fonction, vous voyez, f de x moins g de x. F, c'est la rouge, G, c'est la verte. Résoudre algébriquement l'équation h de x égale 0. C'est la partie un petit peu subtile. Vous allez devoir poser f de x, elle est ici. Un petit zoom, pas de problème. Hop. Quand tu veux, merci. F de x égale G de x. F de x égale G de x. Je vous conseille à ce moment-là de passer G de x à gauche et d'écrire f de x moins g de x égale 0. Et vous pouvez observer que vous avez exponentielle moins 0,5 et exponentielle moins 0,5 ici. Par conséquent, lorsque vous allez passer f moins g égale 0, lorsque vous allez passer votre terme à gauche, eh bien, vous allez pouvoir factoriser par exponentielle moins 0,5x. Pour la question 2. Étudiez le signe de h de x. Comprenez la position relative de deux courbes. Si vous étudiez le signe de h, imaginons que h soit positive. Qu'est-ce que ça veut dire que h est positive? Ça veut dire que f est supérieur à g. Et si h est négatif, ça veut dire que f est plus petite que g. f moins g est négatif. Question 2, elle est très utile aussi. On n'a pas eu le temps d'aborder. Ça fait partie des exercices un peu de synthèse qui sont très pratiques à aborder en classe en fin d'année parce qu'ils servent vraiment de synthèse à tout ce qu'on a vu dans l'année. Désolé de devoir les faire à distance. Et enfin, question 3, on obtient le résultat suivant, une primitive de ça. Alors en quoi une primitive de ça va m'être utile? Avec un peu de chance, ceci, c'est la fonction h de x que vous aurez simplifiée. Et ceci vous donne une primitive de ça. Là, le calcul intégral entre 0 et x. Cherchez pas trop à comprendre. Pareil, si j'ai le temps, je parlerai des intégrales avec des bornes variables, là. Mais là, comprenez tout simplement qu'on vous donne une primitive de la fonction qui est là. Que signifie ce résultat? J'ai apporté la réponse à la question 3a. C'est pas beau, ça? Par contre, calculer l'aire du domaine limité par les deux courbes. Alors, je reviens à l'aire limitée par les deux courbes entre x égale 2 et l'axe des ordonnées. Par conséquent, c'est entre 0 et 2. Vous voyez, c'est l'aire entre les deux courbes, c'est cette espèce de petit bec d'oiseau, là. Entre 0 et 2, entre f et g. On a bien fait f moins g, et l'intégrale de f moins g, eh bien, c'est tout simplement l'intégrale de h qui vous est donnée quasiment par cette primitive donnée dans la question 3a. Voilà, vous revoyez la vidéo des explications que j'ai pu donner sur cet exercice-là. C'est cet exercice-là, ce 106, que je vais vous demander par écrit à m'envoyer, comme vous l'avez fait précédemment, par mail avant lundi prochain, 23h59. J'ai mis en paquet cadeau deux autres exercices. Voilà, le temps qu'il se réveille. Merci. Revient à la situation globale. Deux autres exercices de lecture graphique pour voir si vous comprenez le sens de l'intégrale. Alors, je vais m'attarder sur le 82, puis je vais vous laisser autonome sur le 83, qui en plus, en partie, est corrigé dans le livre. Donc je vous demanderai uniquement le 82. Sur le 82, vous avez le repère orthonormé, vous avez les courbes, blablabla. Alors attention, vous voyez, ici c'est un exercice assez classique, les exercices que j'apprécie particulièrement comme vous l'aurez compris, si vous avez suivi un peu. Une des courbes donne une fonction f, l'autre courbe donne la primitive. Il vous faut donc retrouver quelle courbe représente l'autre, sachant que je rappelle, si grand f est une primitive de petit f, alors petit f est la dérivée de grand f prime égale petit f.
Donc, retrouver la courbe de la fonction f, expliquer le raisonnement, vous voyez de quoi je parle. Déterminer la valeur exacte en unité d'aire de l'aire du domaine bleu. Alors là, la question qui m'intéresse, c'est la question numéro 2. Vous voyez ici la courbe 2, on obtient, ok, donc, et on vous demande de calculer, de lire graphiquement une valeur exacte d'intégrale. Normalement, c'est un nombre de carreaux. Ouais, alors là, ça va être un petit carreau. Alors attention, l'unité d'aire, c'est ça. Donc un petit carreau, c'est un quart d'unité d'aire, c'est 0,25 unité d'aire. Il faut compter les nombres de carreaux, mais comment on fait pour obtenir la valeur exacte de cette aire uniquement par lecture graphique? Grande question. Eh bien, il faut se rappeler qu'une intégrale, ça se calcule aussi à l'aide d'une primitive. Et que l'intégrale, en l'occurrence l'aire bleue, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction bleue. Allez, je vous aide, la fonction bleue, ça sera très probablement la fonction petit f. Mais il va falloir le justifier. On va voir ceux qui écoutent la vidéo jusqu'au bout, comme ça ils auront la réponse à la question. L'intégrale entre 0 et 1, c'est cette aire bleue de la fonction petit f. Mais alors comment calculer à ce moment-là? Je ne comprends pas. Mais oui, mais souvenez-vous, l'intégrale entre 0 et 1 de petit f, c'est grand f de 1 moins grand f de 0. Et la fonction grand f, eh bien on vous la donne, c'est l'autre courbe. Grand f de 1 moins grand f de 0. Et puisqu'on me donne la courbe de la primitive, eh bien c'est grand f de 1 moins grand f de 0. Je vous laisse me rédiger ça, vous pouvez repasser ça en vitesse lente si ça va trop vite. Je vous laisse rédiger ça pour la prochaine fois. Je vais vous demander le 82, je vais vous demander de faire le 83, finalement, même si le 83 est corrigé, je vais vous demander de me le faire sur feuille. Donc c'est de la lecture graphique et quelques justifications à donner. Toute réponse doit être justifiée. Voilà, ce que je crois que dans le livre, ça n'est pas justifié. Donc 82, 83 avec réponse justifiée, et le 106 de la page 164. Je crois que je n'ai plus rien à dire, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre vidéo, au cours de laquelle nous corrigerons les exercices de probabilité en détail par rapport aux informations que j'ai déjà données. Et on corrigera aussi les exercices d'intégrale et on ira un petit peu plus loin avec ces intégrales, avec la courbe de Lorentz et l'indice de Gini. Bon courage à tous, continuez à m'envoyer votre travail, vous faites un travail formidable. Donc tenez le coup et tenez bon jusqu'à la fin. À très bientôt.